Infertile, divorcé, raté. Les mots brillaient très mt man in 3 mai lors de la réception de mariage de ma sœur. 200 invités riaient. Mon père souriait et disait, juste une blague, ma chérie. Ma mère faisait tournoyer son vin comme si elle regardait une pièce de théâtre. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris mon téléphone, j'ai tapé un mot, commencer. Et la salle est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre la glace se briser dans le verre de ma mère. Ce qui s'est passé ensuite n'a pas seulement gâché la fête. Cela a démantelé 16 ans de mensonges et la réputation familiale construite sur ceci. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous sentez vraiment connecté à cette histoire, et laissez un commentaire. D'où regardez-vous et quelle heure est-il là-bas? Mon nom est Théa. J'ai 34 ans. Maintenant, laissez-moi vous ramener à 4 semaines avant le mariage, la nuit où j'ai reçu l'appel téléphonique qui a tout déclenché. Il est 23h un jeudi. Je suis à mon bureau à Richmond, sur des dessins d'élévation pour la rénovation d'un tribunal historique. Le café est froid. Le dos me fait mal. Un jeudi normal. Mon téléphone s'allume. Numéro inconnu. Indicatif régional de Virginie, mais pas Richmond. Quelque part de plus petit, un endroit que je connaissais autrefois. Je réponds. Lyndon. Une voix de femme. Prudente, professionnelle. Mon nom est Dolores Vargas. Je suis infirmière au centre de soins Shenandoah Hills. Votre grand-mère m'a demandé de vous appeler. Ma main se crispe sur le téléphone. Grand-mère Ruth, 84 ans, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais fait sentir que j'y avais ma place. Elle doit subir une opération de remplacement de la hanche dans 3 semaines. Dit que sa santé est stable, mais à son âge, il y a des risques. Elle vous réclame. J'ai fermé les yeux. Cela faisait 2 ans que je ne l'avais pas vue. Je m'étais faufilé dans l'établissement un mardi après-midi quand je savais que mon père ne serait pas là. Nous nous sommes assis ensemble pendant 40 minutes. Elle m'a tenu la main et m'a parlé de son jardin. Puis un membre du personnel a mentionné ma visite au bureau de mon père et Harold Lyndon s'est assuré que la réception ait des instructions. Théa n'est pas sur la liste des visiteurs autorisés. Il y a autre chose. La voix de baisse d'un ton. Votre père a dit à Ruth que vous pouviez lui rendre visite, mais seulement si vous assistiez d'abord au mariage de votre sœur. C'est dans 3 semaines. Bien sûr, tout avec Harold vient avec des conditions. Et mademoiselle Lyndon, votre grand-mère voulait que je vous dise encore une chose. Une pause. Elle a dit qu'il prévoit quelque chose à la réception. Quelque chose à votre sujet. Elle voulait que vous soyez prête. Je lève les yeux de mon téléphone. Sur le mur en face de mon bureau est accroché un certificat encadré. Architecte émergente de l'année en Virginie. 5 ans de silence. Et la première voix que j'entends de cette ville n'est pas celle de ma mère. C'est celle d'une infirmière. Pour vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois remonter plus loin. 16 ans plus loin. J'ai 18 ans. Année terminale, assise à la table de la cuisine dans la maison de mes parents à Millbrook, Virginie, une ville où tout le monde connaît votre nom de famille et ce que vaut votre père. Harold Lyndon fait glisser un document sur la table. Un formulaire de transfert de terrain. La propriété est une parcelle de 2 acres à la lisière de la ville. De l'herbe vallonnée, un ruisseau, un vieux chêne. Ma grand-mère Ruth me l'a donné pour mes 16 ans. Elle l'a légalement signé à mon nom. Elle a dit, c'est à toi, Théa. Quoi qu'il arrive, signe-le. Mon père dit, j'ai besoin de cette parcelle pour le projet Oakdale. Grand-mère me l'a donnée, et je te dis de me la rendre. Je regarde ma mère. Vivian Lyndon est assise au bout de la table, feuilletant un magazine de décoration intérieure. Elle ne lève pas les yeux, ne dit pas un mot. Le bruit des pages qui tournent remplit le silence. Je ne signe pas. 3 jours plus tard, mon père annule mon fonds d'études universitaires. Le compte qu'il mettait de côté depuis ma naissance, disparu, réorienté. Je l'apprends quand le bureau du registraire envoie une lettre. Une semaine après cela, Harold se tient dans le hall, les bras croisés. Tu franchis cette porte, tu ne reviens pas, ma petite sœur, Paige, 11 ans, regarde du haut des escaliers. Elle ne dit rien non plus. Elle regarde, simplement.
Je pars avec un sac polochon et 43 $ sur mon compte courant. Ce soir-là, Harold dit au voisin qu'elle a abandonné ses études, qu'elle s'est enfuie avec un garçon, qu'elle a brisé le cœur de sa mère. Rien de tout cela n'était vrai, mais à Millbrook, la parole de mi père était la seule qui comptait. Voici ce qui s'est passé. Après que la porte s'est refermée derrière moi, j'ai dormi dans ma voiture pendant 2 semaines. J'ai travaillé au comptoir d'une station-service à l'extérieur de Charlottesville. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires à 19 ans tout en faisant des doubles services dans un restaurant qui sentait la graisse de bacon et l'eau de javel. J'ai postulé dans un collège communautaire. J'ai été transféré à la Virginia Commonwealth University grâce à une bourse basée sur les besoins. J'ai étudié l'architecture parce que j'aimais l'idée de construire des choses qui durent, des choses qui ne pouvaient pas être enlevées d'une signature. J'ai obtenu mon diplôme à 23 ans. Personne n'est venu à la cérémonie. J'ai porté ma toge et mon mortier, j'ai traversé la scène et j'ai serré la main du doyen. Puis je suis rentré chez moi dans mon studio et j'ai mangé des plats à emporter par terre. À 24 ans, j'ai épousé Drew Alpern, un homme que j'avais rencontré via l'ancien réseau d'affaires de Harold avant d'être banni. Il avait 12 ans de plus, charmant en public, étouffant en privé. Il gérait mon compte bancaire, filtrait mes appels et me disait quels amis j'avais le droit de garder. Une version plus petite et plus silencieuse de mon père. Je suis parti à 27 ans. À 28 ans, un médecin m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant, un fait médical. Je l'ai traité seul dans une salle d'attente de clinique avec des néons et un magazine vieux de 2 ans. D'une certaine manière, Paige a découvert que Drew était resté en contact avec ma famille après le divorce. Il avait toujours aimé avoir un moyen de pression. Maintenant j'ai 34 ans, architecte senior chez Mercer et Hollis à Richmond. Je conçois des restaurations de bâtiments historiques, des tribunaux, des bibliothèques, des théâtres. Mon nom professionnel était Mercer Lindon. J'ai gardé le nom de Drew avec un trait d'union parce que le monde de l'architecture le connaissait déjà. Je n'ai pas caché ma vie à ma famille par goût du drame. J'ai juste arrêté de jouer la comédie pour des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais rien. Personne à Millbrook ne sait rien de tout cela. Le matin après l'appel de D, je suis assise dans mon bureau, porte fermée. À travers la paroi vitrée, je vois mon collègue Marcus Cole à son bureau, casque sur les oreilles, effectuant des simulations de gestion de câbles pour un projet de musée. Marcus a 36 ans, ancien informaticien de l'armée, et la personne la plus imperturbable que j'ai jamais rencontrée. Il est aussi ce que j'ai de plus proche d'une famille. Je rappelle D, à quel point le risque de l'opération est-il grave. À 84 ans avec sa densité osseuse, le chirurgien a dit qu'il y avait une chance réelle de complications. Elle est forte, mais elle n'est plus jeune. D marque une pause. Elle crie votre nom certaines nuits. Elle garde vos lettres sous son oreiller. Je presse mes phalanges contre mon front. Ma grand-mère cachant mes lettres sous son oreiller comme de la contrebande. Parce que dans cette famille, m'aimer est quelque chose que l'on doit faire en secret. J'ai 2 options, aller au mariage, endurer tout ce que Paige et mes parents ont prévu, voir grand-mère Ruth, ou rester à Richmond, rester en sécurité, et peut-être ne jamais la revoir. Je frappe à la paroi vitrée de Marcus. Il enlève son casque. J'ai besoin d'un service. Il écoute tout. Le mariage, l'avertissement concernant le diaporama, l'ultimatum de la maison de retraite. Quand j'ai fini, il se penche en arrière et dit, si tu y vas avec un plan, pas avec de l'espoir. Je sais. Et tu y vas. Elle a 84 ans, Marcus. Elle pourrait ne pas survivre à l'opération. Il acquiesce. Il ne discute pas. Alors on va s'assurer que tu n'y ailles pas à l'aveugle. Ce soir-là, je réserve un hôtel à Millbrook pour le week-end du mariage. Je sors une robe que je me suis achetée. Bleu marine, bien coupée, professionnelle, pas celle que ma mère essaiera de me donner. Marcus a dit, vas-y avec un plan. Alors, j'ai commencé à en faire un. Et pour la première fois en 16 ans, j'étais contente que ma famille m'ait sous-estimé. 3 semaines avant le mariage, Harold exige un dîner de famille, sa condition, avant de blanchir mon nom à la réception de la maison de retraite. Alors, je conduis 2 heures jusqu'à Millbrook. La maison n'a pas changé. Colonne blanche, pelouse impeccable, drapeau américain près de la porte, le spectacle de la respectabilité jusqu'à la dernière est taillé. Personne ne me serre dans ses bras à la porte.
Vivian m'examine. Tu as l'air mince. Est-ce que tu manges? Je ne suis pas mince. Je cours 5 kilomètres chaque matin et je mange beaucoup. Mais c'est ainsi que ma mère opère. L'inquiétude comme une arme enveloppée dans une question à laquelle personne ne s'attend à ce que vous répondiez honnêtement. Harold est assis en bout de table. Même chaise, même posture. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ces jours-ci? Je travaille dans un cabinet de design. Tu réponds au téléphone, je suppose. Je prends ma fourchette. Je ne le corrige pas. Paige arrive en retard, traînant son parfum et son importance. Elle fait briller une bague de fiançailles de 4 carats sous la lumière de la salle à manger. Ensuite, elle m'emmène à l'écart dans le couloir. J'ai besoin que tu portes quelque chose de discret au mariage. La famille de Garrett est très pointilleuse. Elle penche la tête. Tu es toujours seule? Personne? Je ne dis rien. Elle sourit. Certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour ça, j'imagine. Avant que je parte, Vivian me tend une housse à vêtements. À l'intérieur, une robe beige pâle, sans forme, de taille trop grande. Ce sera parfait pour toi. À la porte, Harold pose sa main sur mon épaule. Les Whitmore sont de la vieille noblesse. Ils jugent. Un seul faux pas et ce contrat meurt. Ne nous fais pas honte. Je reprends la route vers l'autoroute et là, le nom me frappe. Whitmore. Je connais ce nom. Pas par la bague de Paige. Pas par les discussions d'affaires de Harold. Je le connais par un dossier de projet qui se trouve dans mon bureau à Richmond. De retour à mon bureau lundi matin, j'ouvre la base de données clients. Whitmore Heritage Foundation. La voilà. Notre cabinet a été engagé pour le projet de restauration du patrimoine de Millbrook, convertissant une usine textile de l'époque de la guerre de sécession en un centre d'art communautaire. La fondation finance l'intégralité du projet. Le contact client, Eleanor Whitmore, présidente de la fondation. La mère de Garrett Whitmore. Je suis l'architecte principal sur ce projet depuis 6 mois. Nous avons échangé des dizaines de mails, 3 appels vidéo. Elle connaît mon travail, ma philosophie de design, mon calendrier de projet. Elle connaît T.E. Mercélindon. Elle ne connaît pas mon visage. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en personne. Je reste assise avec cette information pendant un long moment. Je ne prévois pas de l'utiliser. Je ne suis pas Harold. Je n'utilise pas mes relations comme des armes, mais je le garde en réserve. Si tout s'effondre à Millbrook, je ne suis pas une étrangère pour la famille la plus puissante de la salle. Ce soir-là, Marcus fait ses propres recherches. Il m'appelle à 21h. Le lieu de la réception, le Millbrook Country Club. Ils ont engagé une société audiovisuelle locale pour gérer le projecteur et le système de son. Diaporama, toast, l'habituel. Et devine quoi? La société audiovisuelle manque de personnel. Ils viennent de publier une annonce pour un technicien indépendant pour l'événement. Marcus. J'ai déjà postulé. J'ai eu un rappel en 20 minutes. Tu n'as pas à faire ça. Théa, tu entres dans une pièce où ta famille a déjà chargé une arme. Je m'assure juste que tu aies accès à l'interrupteur de sécurité. Dès mercredi, Marcus est confirmé comme technicien audiovisuel indépendant pour la réception de mariage Whitmore-Linden. Il aura un accès direct au système de projection, aux entrées USB et à la table de mixage. Je prépare une courte présentation, pas une attaque, juste la vérité. Des photos, des diplômes, des récompenses, ma vie réelle. Diapositive de titre, la vraie Théa Lindon. Je l'enregistre sur une clé USB et je l'attends à Marcus jeudi. Tu ne pars pas en guerre Théa, dit-il. Tu vas à un mariage, mais s'il tire le premier coup, tu seras prête à tirer le dernier. Une semaine avant le mariage, Harold blanchit mon nom à la réception. 30 minutes supervisées. Vivian m'accompagnera. Shannon Doyle sent le désinfectant pour les mains et les légumes bouillis. Vivian s'installe dans une chaise dans le couloir, envoyant déjà des SMS. Elle n'entre pas. Grand-mère Ruth est plus petite que dans mes souvenirs. Ses cheveux blancs sont plus clairsemés. Ses mains tremblent, mais ses yeux vifs et savants, n'ont pas changé. Elle attrape ma main dès que je m'assois. Laisse-moi te regarder. Elle étudie mon visage.
Tu es en bonne santé. Tu es forte. Je le vois. Je vais bien, grand-mère. Ne les laisse pas te briser à nouveau. Sa prise se resserre. Tu es la plus forte de cette famille. Tu l'as toujours été. Elle fouille sous son oreiller et sort une petite enveloppe. Della aidé à la cacher du personnel. Harold P. pour surveiller. À l'intérieur, une photocopie d'un acte de propriété. La parcelle de 2 acres. Mon nom, clair comme le jour. Ce terrain est à toi, dit Ruth. Il l'a toujours été. Ton père n'a jamais réussi à faire le transfert. Il en est furieux depuis. Je fixe le document. Pendant 16 ans, j'avais supposé que Harold avait trouvé un moyen légal de contourner mon refus. Une technicité, une signature falsifiée. Il ne l'avait pas fait. La terre était toujours à moi. Il dit aux gens que cela fait partie des propriétés Lindon, murmure Ruth. Mais ce n'est pas le cas. Il n'en a jamais eu le droit. On frappe à la porte. La voix de Vivian est brève. C'est fini. Je plie l'enveloppe dans la poche de ma veste. Je me penche et embrasse le front de Ruth. C'est ma fille, murmure-t-elle. Je sors en passant devant ma mère, qui ne demande pas comment va Ruth. Elle vérifie son rouge à lèvres et l'écran de son téléphone et dit « On y va ». J'ai un essayage. Je quitte la maison de retraite avec 2 choses. La bénédiction d'une grand-mère et la preuve que mon père mentait sur bien plus que moi seulement. 6 jours avant le mariage, mon appartement à Richmond. Marcus est assis sur mon canapé, son ordinateur ouvert. Sur l'écran, le diaporama que j'ai construit. Diapositive 1, une photo de moi en toge et mortier à la remise des diplômes. Seule, souriante quand même. Légende, personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Diapositive 2, ma licence d'architecte encadrée sur le mur de mon bureau. Architecte agréé. Commonwealth de Virginie. Diapositive 3, moi sur un chantier, casque sur la tête, plan à la main. Architecte senior, Mercé et Hollis. Diapositive 4, la plaque de récompense. Architecte émergente de l'année en Virginie. Diapositive 5, un simple écran de texte, lettres blanches sur fond noir. Vous m'avez traité de décrocheuse. J'ai une maîtrise. Vous m'avez traité de fauché. Je possède ma maison. Vous m'avez traité de raté. Je conçois des bâtiments pour gagner ma vie. Marcus fait défiler, acquiesce. Propre, factuel, pas d'insultes, juste les faits. C'est le but. Je ne veux pas les attaquer. Je veux que la vérité soit plus forte que leurs blagues. Il ferme l'ordinateur. Tu es sûr de ne pas vouloir ajouter la partie sur le problème d'Oakdale de ton père? Le terrain? Non, je ne suis pas lui. Je ne transforme pas les informations en munitions. Alors, quel est le déclencheur? Je lui montre. Un message texte pré-rédigé sur mon téléphone. Un mot, commence. Quand je l'envoie, Marcus remplace la clé USB du projecteur contenant le diaporama de pêche par la mienne. Il a déjà testé le système pendant l'installation sur les lieux. L'échange prend 3 secondes. Et si leur diaporama s'avère inoffensif, demande-t-il. Alors je ne l'envoie jamais. Nous partons. Je rends visite à Ruth. Nous rentrons à Richmond. Marcus me regarde longuement. Tu sais qu'ils ne resteront pas inoffensifs. Je sais, mais je dois leur donner une chance, une dernière chance d'être décent, car quand ce sera fini, je veux être sûr, complètement sûr que ce n'est pas moi qui ai tiré la première. 5 jours avant le mariage, Harold appelle. Il ne dit pas bonjour. Il dit, les règles. Tu t'assois à la table 14, dans le coin au fond. Tu ne parles pas au White à moins qu'on ne t'adresse la parole. Tu ne mentionnes pas ton divorce, ton état, ou quoi que ce soit sur ta vie personnelle. Si quelqu'un demande ce que tu fais, tu dis que tu es réceptionniste dans un petit cabinet. C'est clair? Et après le mariage, je pourrai voir grand-mère Ruth. On verra. Ça dépend de ton comportement. La ligne se coupe. Ce soir-là, mon téléphone vibre. Paige m'a ajouté à une discussion de groupe. Vivien, Harold, Paige, et maintenant moi. Le premier message est un aperçu du diaporama.
Je regarde les images s'afficher. La famille Linden, et puis il y a Théa. De vieilles photos de moi étirées et filtrées pour me rendre peu flatteuse. Des autocollants de dessins animés plaqués dessus. Et puis les étiquettes, une part diapositive, en gras et centrée, à abandonner le lycée, divorcé, fauché, seul, stérile. Paige écrit sous l'aperçu, OMG, ça va être hilarant. Ne t'inquiète pas, Théa. C'est juste pour s'amuser. Vivien répond, reste de bon goût, Paige. Elle ne dit pas, enlève ça. Elle ne dit pas, c'est mal. Elle dit, reste de bon goût. Comme s'il y avait une façon de bon goût de diffuser les antécédents médicaux de sa fille à 200 inconnus. Harold ne répond pas du tout. Je prends une capture d'écran de chaque message, je les envoie à Marcus sans commentaire. Puis j'ouvre mon ordinateur portable. Ma propre présentation est toujours là. 5 diapositives propres, factuelles. J'en ajoute une de plus, une 6e, une citation, texte blanc sur fond noir, la valeur d'une famille ne se mesure pas à la façon dont elle célèbre ses meilleurs éléments, mais à la façon dont elle traite les plus vulnérables. Je fixe le mot stérile sur l'écran de mon téléphone pendant un long moment. Puis je ferme la discussion de groupe. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire à des gens qui pensent que votre corps est une chute de plaisanterie. Le jour du mariage arrive sous un ciel d'octobre dégagé. L'église communautaire de Millbrook, clin d'œil blanc, le clocher captant le soleil du matin. Le parking est plein de BMW et de Land Rover. C'est l'événement social de la saison. Je porte ma robe bleu marine, pas le sac beige que ma mère avait choisi. Je l'avais laissé pendu dans le placard de l'hôtel sans hésiter. À l'intérieur de l'église, 200 invités remplissent les bancs. La communauté d'affaires de Millbrook, les membres du country club, les connaissances du conseil municipal, et au premier rang, les Whitmore. Eleanor dans une veste vert profond, les cheveux argentés épinglés en arrière, une posture d'ancienne danseuse. Son mari Richard à ses côtés, distingué, réservé. Je m'assois au dernier rang. Personne ne me salue. Personne ne propose de se pousser. Harold parcourt l'allée centrale comme s'il était en campagne électorale. Poignée de main, tape sur l'épaule. Tellement fier de ma petite fille. Il ne parle pas de moi. Vivien flotte près de l'autel dans une robe ivoire sur mesure, murmurant à une amie, « Mes 2 filles sont ici aujourd'hui, même la difficile. » Elle rit légèrement. L'amie jette un coup d'œil vers le fond. Je fais semblant de ne pas remarquer. Une femme plus âgée que je ne reconnais pas est assise 2 rangs devant moi. Cheveux blancs, robe florale, lunettes de lecture sur une chaîne. Elle me regarde une fois, puis se tourne vers l'autel. Je n'y prête pas attention. La cérémonie commence. Garrett se tient à l'autel, l'air sincèrement heureux. Il prononce ses vœux avec un tremblement dans la voix. Paige prononce les siens plus fort, plus longtemps, principalement sur elle-même. À l'autre bout de l'église, je repère Marcus près de l'entrée latérale portant un polo noir avec le logo de la société audiovisuelle. Il ajuste un câble de micro sur l'autel. Nos regards se croisent pendant une demi-seconde. Il fait un geste de tête infime. Mon père serre des mains comme un politicien. Ma mère sourit comme une hôtesse. Et je suis assise au dernier rang comme un fantôme qu'ils auraient invité exprès. La réception a lieu au Millbrook Country Club. Lustre de cristal, table ronde drapée de lin blanc, un écran de projection de 10 pieds par 6 derrière la table d'honneur, l'odeur des gardénias et de l'argent. La table 14 est l'endroit où je suis placé. Dans le coin au fond, à côté de la porte de la cuisine. Chaque fois qu'un serveur passe, un vacarme de vaisselle entrechoquée et de commandes criées me frappe le dos. Mes compagnons de table sont des cousins éloignés à qui on n'a manifestement rien dit sur moi et un couple de personnes âgées qui passent toute l'entrée à discuter de leur récente croisière. Une femme en face de moi se penche, « Et que faites-vous, ma chère ? » Je suis architecte. Oh, comme c'est gentil. Elle se tourne vers l'homme à côté d'elle et commence à parler de rénovation de cuisine. Sur scène, Paige prend le micro pour le premier toast. Elle remercie ses parents. Elle remercie les White. Elle remercie ses amis d'université, son organisateur de mariage, son fleuriste. Puis elle regarde vers le fond de la pièce, vers moi et ma sœur Théa qui, eh bien, qui a réussi à venir aujourd'hui. Une pause. C'est déjà ça, non ? Rires épars.
Le genre poli. Le genre où les gens ne savent pas trop s'ils sont censés rire, alors ils le font quand même. Harold choque les verres à la table d'honneur avec Richard Whitmore. Ils sont penchés l'un vers l'autre, parlant chiffres. Eleanor est assise à côté d'eux, polie mais réservée. Elle ne s'est encore engagée à rien. Je peux le voir à la façon dont elle tient son verre de vin, serré, intact, comme un accessoire. Ma mère apparaît à mon coude. Son parfum arrive avant elle. Ne bois pas trop, chuchote-t-elle. Ne parle pas de toi. Et pour l'amour de Dieu, souris. Je souris. Pas parce qu'elle me l'a dit, mais parce que dans 20 minutes, le diaporama doit être diffusé, et je sais exactement ce qu'il contient. En ce moment, je suis assise à la table 14 avec une assiette de nourriture que je ne peux pas manger, et une famille qui aimerait que je sois resté invisible. Mais je veux vous demander quelque chose de spécifique. Avez-vous déjà été relégué au fond, littéralement ou figurativement, par des gens qui étaient censés vous aimer? Pas le genre d'exclusion que vous remettez en question, le genre qu'on vous dit être normal. Dites-le moi dans les commentaires, car ce qui arrive ensuite à cette réception avec cet écran et ces 200 invités est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Restez avec moi. Les lumières s'éteignent. La demoiselle d'honneur de pêche prend le micro avec un sourire qui me dit qu'elle a répété cela toute la semaine. Et maintenant, une présentation spéciale de la famille Linden. L'écran s'allume. Une douce musique de piano résonne dans les haut-parleurs. Des photos de pêche bébé. Sourire édenté. Récital de danse. Bal de promo. Paige et Harold pêchant sur un lac. Paige soufflant des bougies d'anniversaire. Les Linden en vacances. Vivien avec un chapeau de soleil. Harold avec son bras autour de Paige. L'océan derrière eux. Je ne suis sur aucune photo. La salle s'exclame. Eleanor Whitmore sourit poliment. Richard tapote l'épaule de son fils. Puis viennent les photos de couple. Paige et Garrett dans un vignoble. À un match de football, au dîner de Noël avec les Whitmore. Chacune reçoit une salve d'applaudissements légers. La musique change. Devenant enjouée. Un effet sonore de roulement de tambour. L'écran affiche, et maintenant, rencontrons le reste de la famille. Paige sourit depuis la table d'honneur. Elle croise mon regard à l'autre bout de la salle et agite les doigts dans un petit signe de la main. Vivien se penche en arrière dans sa chaise avec l'air satisfait de quelqu'un qui attendait le plat principal. Mon estomac se noue, pas de peur, mais de certitude, parce que je sais ce qui vient ensuite. Sous la table, mon téléphone est déjà dans ma main. Le message pour Marcus est écrit et prêt. Un mot, commence. Mon pouce plane sur le bouton d'envoi. Je me fais une promesse. Si la diapositive suivante est inoffensive, si c'est une vieille photo avec une légende gentille, si c'est un vrai toast, s'il y a ne serait-ce qu'une once de décence dans ce qu'ils ont préparé, je n'appuierai pas. J'accepterai la plaisanterie. Je rentrerai chez moi. Je les laisserai profiter de leur soirée. Je leur donne une dernière chance d'être décents. L'écran change. Mon visage remplit le cadre. Une vieille photo du lycée. Grainée, peu flatteuse. En bas, en lettres blanches et grasses, a abandonné le lycée, coché. Des rires nerveux parcourent la salle. Quelques personnes me regardent. Je reste de marbre. Diapositive suivante. Un emoji de cœur brisé à côté de mon nom, divorcé. Les rires deviennent plus forts maintenant. Le genre qui s'auto-alimente. Suivant. Un dessin animé d'un portefeuille vide qui s'ouvre. Fauché. Quelqu'un à la table s'esclaffe dans son champagne. Suivant, une photo d'un couvert unique. Une chaise, une assiette, seule. Paigerie à la table d'honneur. Vivien sirote son vin, observant la salle comme si elle notait la performance. Puis la dernière diapositive s'affiche. Un dessin de bébé avec un X rouge tamponné dessus, stérile. Le mot remplit l'écran de 10 pieds. Pendant un moment, la salle devient silencieuse. Le genre de silence choqué. Le genre où les gens réalisent qu'ils ont ri de quelque chose dont ils n'auraient pas dû rire. Puis quelques rires supplémentaires éclatent. Une réaction de groupe inconfortable. Paige se penche vers le micro, ne riez pas trop fort. Elle pourrait bien pleurer.
Vivien fait tourner son vin. Demi-sourire. Les yeux sur moi. Harold croise mon regard depuis la table d'honneur, c'est juste une blague, chérie. Détends-toi. Eleanor Whitmore ne rit pas. Je le vois clairement de l'autre côté de la salle. Elle pose son verre sur la table avec un clic sourd. Sa mâchoire se crispe. Elle regarde Harold, puis l'écran, puis moi. Je sens le sang me monter au visage. Mes mains tremblent. Ma vision se réduit à un seul mot sur cet écran, stérile. Mon histoire médicale. Mon deuil privé projeté pour que 200 inconnus s'en moquent. C'était la limite. Et ils ne se sont pas contentés de la franchir. Ils l'ont diffusée en lettres de 10 pieds. Je regarde autour de moi. 200 visages, certains riant, d'autres détournant le regard, certains faisant semblant de consulter leur téléphone parce qu'ils ne savent pas où poser les yeux. Paige rayonne. C'est sa partie préférée de son propre mariage. Pas les vœux, pas la première danse, mais ceci, me voir assise dans les décombres de ma propre humiliation. Vivien lève légèrement son verre, un toast silencieux à sa propre cruauté. Harold s'est déjà tourné vers Richard Whitmore, reprenant leur conversation comme si de rien n'était. Comme si mettre, stérile, sur un écran pour 200 personnes était l'équivalent social d'une blague carambar. Je regarde mon téléphone. Le message est toujours là. Un mot, commence. Je pense à Ruth, à ses mains qui tremblaient quand elle m'a donné cette enveloppe, à la façon dont elle a dit « Ne les laisse pas te briser à nouveau ». Je ne me brise pas. Mon pouce appuie sur envoyer. 3 secondes passent. Le diaporama se fige. L'écran devient noir. Paige fronce les sourcils. Problème technique. Elle fait signe vers le fond de la salle. Quelqu'un peut réparer ça? Derrière la cabine audiovisuelle, Marcus retire la clé USB de Paige du projecteur et insère la mienne. Ses mains sont fermes. Il a fait des choses plus difficiles sous une pression pire. L'écran s'allume à nouveau. Texte blanc sur fond sombre. Propre. Simple, Lavrette et Alain. La salle devient silencieuse. Pas le silence poli. Le genre où chaque tête se tourne et chaque conversation s'arrête d'un coup. Harold se lève. Qu'est-ce que c'est? Éteignez ça. Il regarde vers la cabine audiovisuelle. Marcus ne bouge pas. La télécommande du système a été verrouillée. La seule façon de l'arrêter est de débrancher le câble d'alimentation dans le local technique, et Marcus a verrouillé cette porte il y a 20 minutes. Pour la première fois en 16 ans, mon père ne peut pas me faire taire. La première diapositive remplit l'écran. Une photo de moi à la remise des diplômes, toge et mortier, debout seul devant le sceau de l'université, diplôme à la main. La légende dit, personne n'est venu à ma remise de diplôme. J'y suis allé quand même. Des murmures. Une femme à la table 3 met sa main devant sa bouche. Ensuite, ma licence d'architecte, encadrée et fixée au mur, architecte agréé, Commonwealth de Virginie. Les murmures s'intensifient. Ensuite, moi sur un chantier de construction, casque de sécurité, bottes à embout d'acier, plan roulé sous le bras. Derrière moi, le squelette d'un palais de justice rénové, architecte senior, Mercé et Hollis. Un homme près du devant se tourne sur sa chaise pour me regarder. Puis un autre, puis toute une table. Diapositive suivante. Une plaque encadrée, architecte émergente de l'année en Virginie. La main d'Eleanor Whitmore se fige à mi-chemin de son verre. La dernière diapositive de contenu apparaît. Texte blanc sur noir, vous m'avez traité de raté du lycée. J'ai une maîtrise. Vous m'avez traité de fauché. Je suis propriétaire de ma maison. Vous m'avez traité d'échec. Je conçois des bâtiments pour gagner ma vie. Je me lève de la table 14. Je ne marche pas vers la scène. Je ne saisis pas de micro. Je reste simplement debout là où je suis, dans le coin au fond à côté de la porte de la cuisine, et je regarde vers le devant de la salle. Le visage de Harold a une nuance que je n'ai jamais vue, quelque part entre la fureur et la peur. C'est ridicule. Elle a probablement tout truqué. Le sourire de Paige a disparu, éteignez ça. C'est mon mariage. Vivien reste figé, son verre de vin suspendu en l'air, son visage vidé de ses couleurs. La dernière diapositive apparaît.
La citation que j'ai ajoutée il y a 5 jours, la valeur d'une famille ne se mesure pas à la façon dont elle célèbre ses meilleurs éléments. C'est à la façon dont elle traite les plus vulnérables. Je ne dis pas un mot. Je n'en ai pas besoin. L'écran parle pour moi. Harold bouge vite. Il sort de derrière la table d'honneur. Les deux mains levées, sourire figé en place. Le même sourire qu'il utilise aux réunions du conseil municipal et au dîner du Rotary. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour l'interruption. Ma fille aînée a toujours eu un penchant pour le drame. Il glousse. Ça tombe à plat. C'est clairement un malentendu. Il marche vers moi. La foule s'écarte légèrement, comme les gens le font lorsqu'ils sentent une collision arriver. Ses chaussures claquent sur le parquet. Quand il atteint la table 14, il baisse la voix, mais pas assez. Les tables à proximité peuvent entendre chaque mot, « Assieds-toi tout de suite ou tu ne reverras jamais ta grand-mère. » Je le regarde. Mon père, 62 ans, bâtisseur de maisons, destructeur de filles. Et je dis d'une voix tout aussi calme, « Tu as utilisé grand-mère rude comme une laisse toute ma vie. » Cela s'arrête ce soir. Sa mâchoire se contracte, je vais appeler la sécurité. Depuis la table d'honneur, une chaise racle le sol. Garrett Whitmore se lève. Son visage est tendu. Attendez. Il regarde Harold, puis moi. Laissez-la parler. Paige lui attrape le bras, Garrett. Il se dégage. Quelque chose ne va pas ici, Paige. Je veux entendre ça. L'atmosphère change. Je peux le sentir. L'énergie bascule. La façon dont une foule se recalibre quand quelqu'un d'inattendu rompt les rangs. Vivien se lève de son siège, sa voix craquant pour la première fois. Théa, s'il te plaît, tu t'humilies. Je regarde ma mère, la femme qui tournait les pages d'un magazine pendant que mon père me mettait à la porte. La femme qui m'a tendu une robe informe et m'a dit de me fondre dans les murs, non, mère. Pour la première fois, je ne le fais pas, à la table d'honneur, Eleanor Whitmore n'a pas bougé, mais ses yeux si. Ils sont fixés sur l'écran, sur les mots « Merci et Hollis », et quelque chose dans son expression change. Je m'éloigne de la table 14. Je ne me précipite pas. Je n'ose pas la voix. Je marche vers le centre de la pièce, entre les tables rondes et les bougies vacillantes. Et je me tiens là où tout le monde peut me voir. 200 visages, le champagne qui s'évente. La musique de piano s'est arrêtée. Je n'ai pas abandonné mes études. Ma voix est ferme, sur un ton de conversation, comme si j'expliquais le calendrier d'un projet lors d'une réunion du lundi. Mon père a supprimé mes frais de scolarité quand j'avais 17 ans parce que je ne voulais pas lui céder un terrain que ma grand-mère m'avait donné. Harold ouvre la bouche. Je continue. Je n'ai pas choisi d'être seul. On m'a dit de partir et de ne jamais revenir. J'avais 18 ans avec $43 dans un sac de sport. La main de Vivien tremble sur son verre de vin. Mon divorce. J'ai épousé un homme que ma famille avait choisi. Il était contrôlant. Je m'en suis sorti. Ce n'est pas un échec. C'est de la survie. Une femme à la table 5 porte sa serviette à son visage. Son mari passe son bras autour d'elle. Et stérile. Je regarde directement Paige. C'est une condition médicale, pas une chute de plaisanterie. Et tu l'as mise sur un écran pour 200 personnes à ton propre mariage. La lèvre inférieure de Paige tremble. Elle ouvre la bouche, mais rien ne sort. Je regarde Vivien. Tu as aidé à concevoir ces diapositives, et tu m'as donné une robe destinée à me rendre invisible. Je regarde Harold. Tu m'as dit de m'asseoir au fond, de rester tranquille et de ne pas t'embarrasser. Je laisse le silence s'étirer. Le seul embarras dans cette salle est ce que vous venez de faire à votre propre fille. Le silence est total. Un serveur tenant un plateau de dessert s'arrête dans l'encadrement de la porte de la cuisine, immobile. Puis j'entends le bruit d'une chaise qu'on repousse. Lent, délibéré. Eleanor Whitmore se lève et elle marche droit vers moi. Eleanor Whitmore traverse la pièce comme si elle lui appartenait. Et d'une certaine manière, c'est le cas. La moitié des gens ici ce soir doivent à sa fondation une subvention, une faveur ou un siège au sein d'un conseil d'administration. Elle s'arrête à 1 mètre de moi. Ses yeux passent de mon visage à l'écran derrière nous, architecte senior, Mercé et Hollis, brille encore. T. Mercé Linden.
Elle le dit comme si elle confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Vous êtes l'architecte du projet de patrimoine de Millbrook. Oui, madame. Eleanor se tourne lentement, comme une femme se tourne lorsqu'elle veut qu'une salle voie exactement ce qu'elle regarde. Elle fait face à Harold, Monsieur Linden. Sa voix est calme et chirurgicale. La femme que vous venez d'humilier devant ma famille est l'architecte que j'ai engagé pour restaurer le bâtiment le plus important de cette ville. Les couleurs quittent le visage de Harold en temps réel. Je le vois se produire. L'assurance rougeoyante remplacée par quelque chose de gris et d'exposé. Je ne savais pas, vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille. Un frisson parcourt la salle. Des mots chuchotés, des têtes qui se tournent. Quelqu'un à la table lui sort un téléphone. Paige bondit de la table d'honneur, la voix aiguë. Bébé, c'est de la folie. Elle invente tout ça. Elle cherche la main de Garrett. Il recule. Sa main reste à son côté. Vivien essaie à son tour. Elle s'approche d'Eleanor avec son sourire d'hôtesse à pleine puissance. Eleanor, s'il te plaît. C'est une affaire de famille. Eleanor ne rompt pas le contact visuel avec Harold. Vous en avez fait une affaire publique, Madame Linden, quand vous l'avez affiché sur un écran de 3 mètres. La salle expire. Je peux l'entendre. 200 personnes expirant en même temps. La libération collective d'une tension retenue. Le recalcul qui s'opère à chaque table. Plus personne ne regarde la mariée. Harold essaie de se ressaisir. Il a passé 62 ans à se ressaisir. C'est ce qu'il fait. Il reconstruit le sourire, ajuste la poignée de main, réinitialise le récit. Eleanor, ne surréagissons pas. Il prend sa voix de country club. Chaleureuse, raisonnable, d'homme à homme. Sauf qu'elle n'est pas un homme et qu'elle n'y croit pas. C'était une plaisanterie idiote. Tu sais comment sont les familles. Je sais comment est ma famille. Eleanor dit que nous ne mettons pas les dossiers médicaux de nos enfants sur un écran pour nous divertir. Elle se tourne vers Garrett. Mon fils, je pense que nous devons avoir une conversation privée ce soir. Garrett acquiesce. Il observe Paige depuis la révélation. Son expression n'est pas de la colère. C'est quelque chose de pire. C'est une réévaluation. Il regarde sa mariée et dit, tu m'as dit que Théa était instable. Tu as dit qu'elle avait des problèmes, qu'elle était jalouse de toi. La voix de Paige se fêle. Elle est jalouse. C'est une architecte agréée avec des récompenses, Paige. Et tu as affiché infertile sur un écran à notre mariage. Harold s'avance vers Eleanor, baissant sa voix dans un registre qui fonctionne probablement dans les salles de conseil. Parlons du partenariat Oakdale. Cela n'a rien à voir avec. Eleanor lève la main. Un seul geste, c'est tout ce qu'il faut. Le partenariat Oakdale. Elle le répète comme si elle goûtait quelque chose d'avarié. Harold, après ce dont je viens d'être témoin, il n'y a plus de partenariat Oakdale. La bouche d'Harold s'ouvre. Rien ne sort. Sa main, toujours levée dans un demi-geste, retombe à son côté. Vivien craque, sans grâce. Un son aigu et étranglé qui pourrait être un sanglot. Cela ne peut pas arriver. Elle ne le dit à personne. Elle le dit à la nappe. Je me tiens au centre de la pièce. Je ne souris pas. Je n'acquiesce pas. Je ne fête rien. Je me tiens debout, tout simplement. Pour la première fois de ma vie, être debout suffit. Harold vient de perdre le contrat Oakdale. Paige vient de perdre le contrôle de sa propre réception. Et ma mère pleure. Pas pour moi. Jamais pour moi. Pour l'image. Je me tiens au milieu de cette pièce et pour la première fois, personne ne me dit de m'asseoir. Maintenant, j'ai besoin de savoir si c'était votre famille, auriez-vous appuyé sur commencer ou seriez-vous parti? Mettez un 1 pour commencer ou un 2 pour partir dans les commentaires et restez avec moi car ce qui se passe après ce moment est quelque chose que je n'avais jamais prévu. Paige apprend vite. Elle a grandi en regardant notre mère pivoter de la cruauté au calme en moins de 5 secondes. Et maintenant, elle déploie la même compétence. Son visage s'effondre, pas progressivement, d'un coup comme un interrupteur. Des larmes coulent sur ses joues. Elle se précipite au centre de la pièce,
les mains pressées contre sa poitrine. C'est mon jour. Sa voix se brise parfaitement. Elle fait toujours ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle se tourne vers la foule, le mascara coulant. Je l'ai invitée parce que je voulais qu'elle soit là. Le diaporama était censé être drôle. Elle déforme tout. Quelques invités s'agitent, mal à l'aise. Voilà. Cette hésitation sur laquelle comptent les prédateurs. Le moment où les spectateurs se demandent si la femme qui pleure n'est pas la vraie victime. Paige se tourne vers Gareth. Tu l'as choisie elle le jour de notre mariage. Vivien se précipite aux côtés de Paige, l'entourant d'un bras. Mon bébé? Ils attaquent mon bébé. Elle regarde Eleanor avec des yeux humides. Ne voyez-vous pas ce qui se passe? Pendant une seconde, juste une seconde, je sens la salle basculer de nouveau vers eux. Les larmes sont puissantes. Une mariée qui pleure à son propre mariage est puissante. Je vois le doute traverser quelques visages. Puis Eleanor parle. Elle n'élève pas la voix. Elle sort simplement son téléphone, jette un coup d'œil à l'écran encore brillant derrière nous. Drôle. Elle lit les diapositives. Infertile, échec, seul. Elle regarde Paige. Quelle partie était la blague, ma chère? Le doute s'évapore. La salle se réinstalle comme un jury qui aurait envisagé un verdict différent avant d'y renoncer. Les larmes de Paige coulent toujours, mais elles ont perdu leur pouvoir. Elles gâchent mon mariage. Je ne crie pas. Je ne m'aligne pas sur son volume. Je dis juste, je n'ai pas fait le diaporama, Paige. C'est toi. Eleanor n'a pas fini. Elle se tourne de nouveau vers Harold. Et cette fois, sa voix porte la précision plate d'une femme qui gère une fondation de plusieurs millions de dollars. Le projet Oakdale. Vous nous avez dit que le terrain était entièrement consolidé sous Linden Property, chaque parcelle comptabilisée. Harold serait dit, il l'est. Je n'avais pas prévu cela. Je ne l'avais pas répété. Mais j'entends les mots Oakdale est entièrement consolidé. Et quelque chose s'enclenche, l'enveloppe dans ma poche, l'acte que Ruth a pressé dans mes mains il y a une semaine. En fait, dis-je, ce n'est pas le cas. La salle se tourne vers moi. Je cherche dans ma veste et j'en sors la photocopie pliée. La parcelle centrale, celle que ma grand-mère m'a donnée quand j'avais 16 ans, est toujours à mon nom. J'ai l'acte juste ici. Le visage d'Harold se fige. Pas la rigidité publique du sang-froid, la sorte privée, celle dont je me souviens à la table de la cuisine quand j'avais 18 ans, et qu'il a fait glisser ce document vers moi. Eleanor regarde le papier, puis Harold. Vous alliez construire sur un terrain qui appartient à votre fille dont vous êtes séparés sans son consentement, sans nous le dire. Elle était censée le céder il y a des années. J'avais 18 ans. Tu as essayé de me forcer. J'ai dit non, tu m'as mise dehors. Je plie l'acte et le remets dans ma poche. Et vous dites aux gens que le terrain est à vous depuis lors. Richard Whitmore se lève pour la première fois. Il boutonne sa veste, le genre de petit mouvement délibéré que font les hommes quand ils sont sur le point de partir définitivement. Eleanor croise le regard d'Harold une dernière fois. Monsieur Linden, je pense que nous en avons fini ici. Harold se tourne vers moi. Sa voix tombe dans quelque chose de brut et de petit. Espèce d'ingrate. Gareth s'avance. Ça suffit. Sa voix est tranchante et définitive. Ça suffit, monsieur Linden. Quelque chose en Vivien se brise. Elle tenait bon. Le sourire. La posture, le masque d'hôtesse pendant la majeure partie de 40 ans. Mais les Whitmore s'en vont. L'affaire est morte. Et la salle regarde sa famille de la manière dont elle a passé sa vie entière à s'assurer qu'il ne le ferait jamais. Elle se retourne contre moi. Le vernis a disparu. Le calme des magazines feuilletés et du vin tournoyé a disparu. Tu penses que tu vaux mieux que nous maintenant? Sa voix tremble. Tu penses que tes petites diapositives changent quelque chose? Tu n'étais rien. Tu n'avais rien quand tu as quitté cette maison. Tu as raison. Je dis que je n'avais rien parce que tu t'en es assuré. J'ai fait ce qui était le mieux pour cette famille. Tu as fait ce qui était le mieux pour l'image. Il y a une différence. Elle regarde autour de la pièce, cherchant un allié.
Ses yeux se posent sur des visages familiers. Des amis du country club, des membres du club de lecture, des femmes avec qui elle déjeune depuis 20 ans. Elle essaie le sourire social. C'est tellement embarrassant. Un drame familial. Vous savez comment c'est. Personne ne lui rend son sourire. Puis une voix s'élève de l'arrière. La femme plus âgée de l'église, celle avec des lunettes de lecture sur une chaîne. Elle se lève lentement, agrippant le bord de sa table. Je connais Ruth Lindon depuis 50 ans. Sa voix est fine, mais elle porte dans la salle silencieuse. Elle aurait honte de ce que vous avez fait tous les trois ce soir. Elle prend son sac à main et se dirige vers la sortie. Ses talons claquent sur le sol, mesurés et définitifs. Un autre couple se lève. Puis un homme à la table 9. Pas de discours, pas de drame. Ils s'en vont, tout simplement. Vivien s'affaisse sur la chaise la plus proche. Sa main trouve son verre de vin, mais elle ne le lève pas. Pour la première fois, elle fait exactement son âge. Peut-être plus vieille. La salle se vide et plus personne ne prétend que c'était une blague. La salle est plus vide maintenant. Des chaises abandonnées sont éparpillées parmi les invités restants. Les gardénias flétrissent sous la chaleur des lustres. Paige est assise seule à la table d'honneur. Gareth se tient avec sa mère près de la porte latérale. Harold n'a pas bougé du centre de la pièce, les mains sur les côtés, fixant le sol. Je regarde ce qu'il reste. Ma famille. Cette pièce. 16 ans de silence se terminant ici entre des assiettes à dessert et des flûtes de champagne à moitié vides. Je ne vais pas au micro. Je n'en ai pas besoin. Ma voix porte très bien dans une pièce aussi calme. Je ne suis pas venu ici pour gâcher ton mariage, Paige. Je regarde ma sœur. Je suis venu parce que grand-mère Ruth me l'a demandé. Parce que même après tout, elle croit toujours que cette famille peut être meilleure. La tête de Paige retombe. Je ne déteste aucun d'entre vous. Je regarde Harold, puis Vivien. Mais j'en ai fini d'être votre tête de turc. J'en ai fini de devoir gagner le droit d'exister dans cette famille. Les yeux d'Harold se lèvent enfin vers les miens. Ils sont rouges. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Si vous me voulez dans votre vie, cela commence par le respect. Pas des conditions, pas des performances. Le respect. Je ramasse mon sac à la table 14. J'ajuste ma robe bleu marine, celle que je me suis achetée. Et si vous ne pouvez pas faire cela, alors c'est un adieu. Je marche vers la sortie. Je passe devant Harold, il ne lève pas les yeux. Devant Vivien, elle fixe la nappe. Devant Paige, elle détourne le visage. À la porte, une voix m'arrête. Mademoiselle Lindon. Je me retourne. Eleanor Whitmore se tient près du vestiaire. Sa veste verte est déjà sur ses épaules. Ses clés de voiture sont à la main. Lundi matin, à mon bureau. Nous avons un projet à terminer. J'acquiesce. Elle acquiesce en retour et je sors dans la nuit d'octobre. Le parking est à moitié vide. La plupart de ceux qui sont partis tôt sont déjà loin. Je m'assois dans ma voiture, moteur éteint, les mains sur le volant, fixant l'entrée du country club. On frappe à la vitre. Marcus, toujours dans son polo de la société d'audiovisuel, tenant 2 cafés de station-service. Je déverrouille la porte. Il se glisse sur le siège passager et m'entend un. Ça va? Non. J'entoure la tasse de mes 2 mains, mais je me sens mieux que je ne l'ai été depuis des années. Nous restons assis en silence pendant un moment. À travers le pare-brise, je vois des silhouettes sortir du club, des couples marchant vite, un homme desserrant sa cravate. Personne ne rit. Mon téléphone vibre. Gareth, je suis désolé pour ce que la famille de ma femme a fait. Paige et moi devons parler. Je ne sais pas où cela mènera. Une autre vibration. D, ta grand-mère a tout vu. La nièce de quelqu'un diffusait la réception en direct sur un groupe familial. Ruth a tout regardé. Elle rit. Elle dit, c'est ma petite. Je ferme les yeux. Ruth dans son lit de maison de retraite, regardant sa petite fille se tenir debout dans une pièce pleine de gens qui ont essayé de la rendre invisible. Riant, fier. Encore un.
Eleanor Whitmore, j'ai informé mon équipe de la situation du terrain d'Oakdale. Harold ne construira pas sur votre propriété. Nous trouverons un autre partenaire pour les développements futurs. Je réponds à Eleanor. Merci. Adé, dis-lui que je l'aime. À Garrett, je suis désolé aussi pour tout cela. Je ne réponds pas à Harold, ni à Vivien, ni à Paige. Il n'y a rien à dire qui n'ait été dit dans cette pièce. Marcus démarre la voiture. On va où? À l'hôtel, puis à la maison demain. Il sort du parking. Dans le rétroviseur, le country club rétrécit. Millbrook est une petite ville, et les petites villes font ce qu'elles font de mieux. Elles parlent. La semaine après le mariage, Millbrook se réorganise. J'entends cela indirectement, surtout par Dee et par Marcus, qui a un talent pour surveiller les groupes Facebook des petites villes. Vivien est retiré du comité d'organisation du gala d'automne de Millbrook. Pas d'annonce formelle, juste un email poli de l'assistant d'Eleanor. Nous restructurons le comité cette année. Merci pour vos contributions passées. Vivien appelle 3 membres du conseil d'administration. Aucun ne décroche. Harold perd 2 partenaires commerciaux mineurs dans les 10 premiers jours. Un promoteur immobilier à Staunton se retire d'une coentreprise, invoquant des problèmes d'alignement. Un entrepreneur local qui lui était fidèle depuis 15 ans envoie une lettre polie sur la poursuite d'autres opportunités. Linden Property ne s'effondre pas. Harold est trop bien établi pour cela. Mais les fissures sont visibles. Et dans une ville où la réputation est une monnaie, les fissures se propagent vite. Paige et Garrett. Garrett demande une thérapie de couple. Paige refuse. Elle appelle cela une insulte. Dès la 2e semaine, Garrett fait sa valise et s'installe dans la maison d'amis de ses parents. Ils ne sont pas divorcés, mais ils ne sont plus ensemble. Le club de lecture que Vivien accueillait chaque 3e jeudi depuis 11 ans déménage discrètement dans le salon de quelqu'un d'autre. Personne ne le lui dit. Je ne suis rien de tout cela en temps réel. Je suis à Richmond, de retour à mon bureau, à ma table à dessin. J'ai une rénovation de tribunal à finaliser et un projet de patrimoine à présenter. Marcus me lit un message de la page Facebook de la communauté de Millbrook pendant que nous déjeunons. Quelqu'un a partagé une photo de l'écran du diaporama avec la légende « Ceci s'est passé au mariage Whitmore-Linden ». Honte au Linden. 87 réactions, 42 commentaires. Tu ne leur as pas fait ça, dit Marcus en fermant son ordinateur. Je sais. Ils se sont fait ça à eux-mêmes. Tu as juste arrêté de les couvrir. Je mange mon sandwich. Il a meilleur goût que tout ce qui a été servi à la table 14. 3 semaines après le mariage, un mardi soir. J'examine les plans du projet du patrimoine de Millbrook. La fondation d'Eleanor veut que la présentation soit prête pour la fin du mois. Mon téléphone sonne. Harold. J'ai failli ne pas répondre. Puis je décroche. Il ne commence pas par des excuses. Il commence par une offre. Le terrain. Donne-moi ton prix. Finissons comme des adultes. Le terrain n'est pas à vendre. C'était le cadeau de grand-mère Ruth pour moi. Il reste à moi. Tu détruis cette famille pour un morceau de terre. Tu as détruit cette famille pour un morceau de terre il y a 16 ans quand tu as choisi une parcelle plutôt que ta fille. Silence. Long. Le genre qui habite la ligne téléphonique comme de la friture. J'ai fait ce que je pensais être juste, dit-il enfin. Moi aussi. Et nous en sommes là. Autre pause. Puis sa voix change, plus douce, presque humaine. Ta grand-mère n'est plus ta monnaie d'échange. Je garde ma voix stable. J'ai contacté Shenandoah Hills directement. Je suis inscrite comme son contact d'urgence secondaire. Je peux lui rendre visite quand je veux. Tu ne pourras plus l'utiliser contre moi. Je l'entends respirer. Le son d'un homme qui réalise que le dernier levier qu'il possédait lui a été retiré. Tu as toujours été la plus têtue, dit-il. J'ai appris des meilleurs. J'attends la suite. Des excuses, une confession, une fissure dans le mur qu'il a passé 62 ans à construire. Au lieu de cela, il raccroche. Je pose le téléphone sur mon bureau. Mes mains ne tremblent pas. Mon rythme cardiaque est normal.
Il fut un temps où un appel d'Harold Lyndon m'aurait fait basculer pendant des jours, rejouant chaque mot, me demandant si j'avais été trop dure, trop ingrate, trop excessive. Ce temps est révolu. Je retourne à mes plans. 2 semaines après l'appel d'Harold, un dimanche matin. Je prépare du café quand mon téléphone s'éclaire au nom de Paige. Je laisse sonner 3 fois avant de répondre. Vieille habitude, je me prépare au pire. Mais la voix à l'autre bout ne ressemble pas à celle de Paige. Pas la Paige que je connais. Celle qui remue ses doigts et affiche infertile sur un écran. Cette voix est plate, fatiguée, dépouillée de toute mise en scène. Garrett est parti. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne veut parler à personne. Je m'assois à ma table de cuisine. Je n'interromps pas. Le diaporama était mal. Je le sais. Elle s'arrête. Recommence. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. J'ai fait des choses comme ça toute ma vie et personne ne m'a jamais dit d'arrêter. Parce qu'ils étaient trop occupés à me le faire à moi. Une expiration tremblante. Ouais. Silence. Je ne sais pas qui je suis sans être la préférée, dit-elle. Et c'est la chose la plus honnête que ma sœur ait jamais prononcée. Je pourrais être cruel ici. Je pourrais énumérer chaque fois où elle a remué le couteau dans la plaie, chaque fête où elle était célébrée pendant que j'étais effacé. Chaque mensonge qu'elle a hérité de nos parents est transformé en sa propre arme. Mais la cruauté est leur langage, pas le mien. Alors peut-être qu'il est temps que tu découvres qui tu es, dis-je. Sans moi comme punching ball. Pouvons-nous repartir à zéro? Je ne sais pas. Mais nous pouvons commencer par te faire parler à quelqu'un. Un professionnel. Pas maman, pas papa. Quelqu'un qui te dira vraiment la vérité. Une longue pause. D'accord. Aucune de nous ne dit « je t'aime ». Aucune de nous ne dit « au revoir ». Nous restons juste au téléphone encore quelques secondes, à respirer. Et puis la ligne devient silencieuse. Je pose le téléphone. Je regarde par la fenêtre. La lumière du matin est d'un or pâle sur les arbres devant mon appartement. Pas de larmes, juste de la fatigue, mais je me sens plus légère qu'avant. Le samedi suivant, je me rends à Shenandoah Hills. Pas d'appel à Harold. Pas de limite de 30 minutes. Pas de Vivien dans le couloir vérifiant son rouge à lèvres. J'y vais, tout simplement. Des m'accueille à la réception avec un sourire qui dit qu'elle attendait cette visite. Elle est dans le solarium aujourd'hui. Une bonne matinée. Elle a encore regardé la vidéo de ton diaporama au petit déjeuner. La 5e fois, elle m'a fait repasser le moment où Eleanor a dit « Vous n'avez pas pris la peine de connaître votre propre fille ». Elle a applaudi. Le solarium est chaleureux et lumineux. Des fougères en pot bordent les rebords des fenêtres. Grand-mère Ruth est assise dans un fauteuil roulant près de la vitre, une couverture au crochet sur les genoux, ses cheveux blancs captant le soleil. Elle me voit et son visage tout entier s'illumine. Pas un sourire poli, pas un sourire d'hôtesse, le vrai, celui qui commence dans les yeux et remplit chaque ride. Elle me saisit la main dès que je m'assois. « Tu t'es tenu debout, dit-elle. Dans cette pièce pleine de monde, tu t'es tenu debout. C'est toi qui me l'as appris, grand-mère. » Elle me serre les doigts. « Maintenant, parle-moi de tes bâtiments. Parle-moi de ta vie. Nous avons le temps. » Alors je lui raconte tout. Le bac en candidat libre, les services au restaurant, l'université, le premier projet que j'ai conçu, une petite bibliothèque dans une ville dont personne n'a entendu parler, les tribunaux, les prix, l'appartement avec la table à dessin près de la fenêtre. Elle écoute chaque mot, pose des questions, rit au passage où je dormais dans ma voiture et mangeais des céréales au dîner 3 soirs par semaine. Personne ne frappe à la porte. Personne ne dit que le temps est écoulé. De l'autre côté de la fenêtre, un chêne déploie ses branches sur la pelouse. Vieux, noueux, profondément enraciné, comme celui sur le terrain que Ruth m'a donné quand j'ai eu 16 ans. Certaines choses ne peuvent pas être cédées par une signature. 3 mois plus tard, je suis à mon bureau à Richmond. Lundi matin, café à la main. Sur le mur, un nouveau tirage encadré du rendu du projet du patrimoine de Millbrook, la filature de textile telle qu'elle sera après la restauration. Briques rouges, fenêtres cintrées, une cour ouverte sur le ciel.
La fondation d'Eleanor a approuvé le design final la semaine dernière. Le mois prochain, je le présenterai au conseil municipal de Millbrook. Je me tiendrai devant les mêmes personnes qui m'ont vu me faire humilier à un mariage et je leur montrerai ce que je construis réellement. Le terrain, mes 2 acres, reste intact. Je n'ai pas encore décidé quoi en faire. Parfois, je pense à une petite maison, quelque chose de simple, un porche où Ruth pourrait s'asseoir et regarder le ruisseau. Peut-être un jour. L'opération de Ruth s'est bien passée. Remplacement de la hanche, pas de complications. Elle est en rééducation maintenant, marchant avec un déambulateur, se plaignant de la nourriture. Je lui rends visite toutes les 2 semaines. Nous parlons de son jardin, de mes projets, du temps qu'il fait, et de rien concernant Harold. C'est paisible. Harold n'a pas rappelé. Vivien a envoyé un unique SMS, « Je suis désolé ». 3 mots, pas de suite. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. C'est autorisé. Paige a commencé une thérapie. Garrett est revenu il y a 1 mois à condition qu'il continue le conseil. Dee m'a dit que Paige avait rendu visite à Ruth à la maison de retraite la semaine dernière. La première fois en plus d'1 an. Elle a apporté des fleurs. Ruth a dit que Paige avait l'air différente, plus calme. Je ne sais pas encore ce que cela signifie, mais c'est un début. Marcus et moi travaillons sur un nouveau projet ensemble. Une école historique dans la vallée de Shenandoah. Petit budget, grand cœur. Le genre de travail qui me rappelle pourquoi j'ai choisi cette carrière. Je prends mon petit déjeuner seul la plupart des matins. Café, tartines, les nouvelles. Mais seul n'est pas synonyme de solitude. J'ai appris la différence quand j'ai arrêté de m'asseoir à la table 14. Ce matin, je me tiens devant le miroir de ma chambre. Blazer bleu marine, chemisier blanc, cheveux attachés. Sur ma commode, l'invitation pour la présentation au conseil municipal de Millbrook. Mon nom imprimé en caractères noirs et nets, Thea Lindon, architecte senior. Pas Thea Mercer Lindon. Pas le nom de Drew. Pas de trait d'union pour commodité professionnelle. Juste le mien. Je prends l'invitation et passe mon pouce sur les lettres. Il y a 6 mois, j'étais assise au dernier rang d'une église et je regardais mon père serrer des mains comme si le monde lui appartenait. Il y a 4 mois, je me tenais dans une salle de réception alors que mon corps était transformé en plaisanterie pour 200 personnes. Aujourd'hui, je retourne à Millbrook en voiture. Mais je ne vais pas à la vieille maison. Je ne vais pas supplier pour une place à la table de qui que ce soit. Je vais à la filature de textile. Celle que je reconstruis à partir des fondations. Brique par brique, poutre par poutre. De la même façon que j'ai reconstruit tout le reste. Ils m'ont traité d'infertile, de divorcée, d'échec, de décrocheuse, de fauchée, de femme seule. Je suis certaine de ces choses, et aucune d'elles ne me définit. Vous n'avez pas besoin de la permission de votre famille pour avoir une vie qui vaut la peine d'être vécue. Il vous suffit d'arrêter de la demander. Je prends mes clés. Je sors. Le soleil d'octobre est vif et pur, comme il l'est en Virginie quand les feuilles tournent et que l'air sent la forêt et les matins froids. Je conduis vers l'ouest, vers Millbrook, vers le bâtiment que je restaure pour une ville qui ne connaît pas encore toute mon histoire, mais qui la connaîtra. La route s'étire devant moi. Les montagnes se dressent bleues au loin. Et je ne rentre pas à la maison. Je vais travailler. C'est mon histoire. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je pense qu'une partie de celle-ci vous appartient aussi. Alors, voici ce que je veux vous demander. Ne vous contentez pas de me dire ce que vous avez ressenti. Dites-moi ce que vous allez faire différemment après avoir entendu cela. Fixez une limite cette semaine, une seule. Si vous avez choisi de commencer plus tôt, abonnez-vous. Je partagerai bientôt une autre histoire qui vous fera repenser tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté familiale. Consultez la description pour d'autres histoires comme celle-ci. Merci d'être là. Cela signifie plus que vous ne le pensez.